L'air salé de la mer m'a frappé comme une gifle au visage lorsque j'ai mis le pied sur le quai pour retrouver la terre ferme. Après 3 putains de mois en mer, j'étais enfin de retour à Seattle. Le cargo Pacific Star avait été mon chez-moi loin de chez moi, mais rien ne valait la réalité. J'ai remonté mon sac de marin sur mon épaule et j'ai scruté la foule rassemblée au mur de la digue d'Elliott Bay. Mon regard s'est posé sur un visage familier. Mike, le capitaine du navire et mon meilleur ami depuis que nous étions des mômes à jouer avec des bateaux télécommandés au lac Green. Mike a rugi en me prenant dans ses bras. Son rire tonitruant était aussi réconfortant qu'une vieille couverture. Et si on allait boire un verre et rattraper le temps perdu? Ai-je dit en lui tapant dans le dos. Tu lis dans mes pensées. Je te suis, capitaine. Alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule animée du marché de Pike Place, Mike a posé la question que je redoutais. Alors, comment va Lily? Elle ne répondait pas à mes appels pendant notre absence. Mon estomac s'est noué. Lily, ma belle épouse depuis 5 ans, la femme pour laquelle j'avais eu un coup de foudre à l'université. Juste la pensée d'elle me brisait le cœur. Eh bien, c'est une longue histoire, marmonnai-je, fixant les pavés sous mes bottes. Tu ferais mieux de prendre quelques verres pour celle-là. Nous nous sommes installés dans une cabine sombre d'un pub surplombant le Puget Sound. Alors que le barman posait nos pintes de bière locale, j'ai raconté toute l'histoire sordide. Comment j'étais rentré plus tôt de mon dernier voyage, un bouquet de roses à la main, dans l'intention de surprendre Lily. Mais la surprise a été pour moi quand j'ai remarqué une légère odeur de parfum inconnu et un étrange livre sur la table de nuit. Cette nuit-là, j'avais observé depuis l'ombre alors que Lily se jetait dans les bras d'un crétin en costume cher. Elle l'avait embrassé comme si sa vie en dépendait avant qu'il ne monte dans une voiture de sport élégante et ne s'éloigne en trombe. Lorsque je l'ai confrontée à son infidélité, elle n'a même pas essayé de le nier. Je lui ai dit de partir, et je dis en avalant la dernière gorgée de ma bière. Mike a lentement secoué la tête, une expression indéchiffrable sur son visage marqué par les intempéries. Zut, Jack. Je suis tellement désolé, mec. J'ai forcé un rire amer, faisant signe au barman pour un autre tour. Ouais, bon. Après 5 ans de mariage, je n'aurais jamais pensé qu'elle me ferait ça. Je suppose que j'ai beaucoup de réflexions à avoir sur la suite à donner. Alors que je savourais ma nouvelle pinte, mon esprit vagabondait vers cette nuit après la confrontation. Je l'avais passé seul dans un bar miteux, regardant les glaçons fondre lentement dans un verre de whisky. Pour la première fois depuis le décès de mon père, j'avais pleuré. 2 jours plus tard, j'étais assis en face de Lily à notre table de cuisine. Me préparant mentalement, j'ai hoché la tête brièvement. À ce stade, peu importe le bouleversement qu'elle allait révéler, cela ne me surprendrait pas. Si tu veux sauver notre mariage, sois honnête avec moi. Combien de fois m'as-tu trompé? Elle trifouillait la tige de son verre à vin, évitant mon regard. Avant Richard, il n'y a eu que 2 autres hommes. Tous des collègues de l'agence de pub, avant que nous nous marions et que j'emménage avec toi. J'ai senti l'air quitter mes poumons dans un souffle rude. 2 autres hommes? Combien d'autres secrets avait-elle gardé de moi toutes ces années? Je suis tellement désolé, Jack, chuchota-t-elle, des larmes coulant sur ses joues. Tu étais souvent en mer, et moi. J'avais du mal avec la solitude. Une fois par mois, peut-être, je cherchais un peu d'intimité physique, juste pour me soulager. Mais ce n'était jamais romantique, jamais sérieux. Ces excuses me donnaient envie de rire et de pleurer en même temps. Ne se rendait-elle pas compte à quel point cela sonnait pathétique? À quel point il était douloureux de savoir qu'elle avait menti et trompé pendant la majeure partie de notre mariage? En frappant du poing sur la table, je me suis levé d'un bond. Garde tes excuses, Lily. Je ne veux plus entendre tes foutaises. Sur ces mots, j'ai quitté la maison en trombe, ayant besoin de mettre le plus de distance possible entre nous avant de dire quelque chose que je pourrais regretter. Au cours des semaines suivantes, le gouffre entre Lily et moi s'est élargi et approfondi. Nous n'étions guère plus que des fantômes, hantant la maison que nous avions autrefois remplie d'amour et de rire. Le silence était assourdissant, la tension si palpable que j'aurais pu la couper avec mon vieux couteau Ka-Bar de la marine. Finalement,
Lily lâcha une autre bombe. Elle avait accepté une bourse de 6 mois dans une agence de marketing à Vancouver. Elle a dit qu'elle avait besoin de s'éloigner de Richard et de son harcèlement incessant. Une partie de moi était soulagée de la voir hors de la maison, d'avoir de l'espace pour digérer le foutoir épique que ma vie était devenue. Mais une autre partie avait l'impression qu'elle fuyait le désordre qu'elle avait créé, me laissant le nettoyer seul. De toute façon, je n'allais pas lui barrer la route. Si c'était ce dont elle avait besoin pour clarifier ses idées et régler ses problèmes, soit. Peut-être que quelque temps séparés était exactement ce dont notre mariage brisé avait besoin. Quelques semaines après le départ de Lily pour Vancouver, je me suis retrouvé au mariage de mon pote Dave. J'ai affiché mon meilleur faux sourire en les regardant lui et sa jeune mariée partager leur première danse, essayant de ne pas penser à comment Lily et moi avions tourné autour de cette même piste de danse il y a 2 décennies. Pendant la réception, j'ai fini par discuter avec l'une des demoiselles d'honneur, une grande blonde élancée nommée Olivia Gustafson. Nous avons dansé quelques chansons, mes mains reposant poliment sur sa taille fine alors qu'elle babillait sur son enseignement en 2e année à l'école élémentaire de Loyal Heights. J'ai dû jouer le rôle d'un parfait gentleman, car à la fin de la soirée, Olivia m'a embrassé sur la joue et a dit « Tu es un gars adorable, Jack. J'espère que toi et ta femme pourrez arranger les choses. » Si seulement elle connaissait la vérité sur ma charmante femme et ses écarts. J'ai forcé un sourire gêné et marmonné mes remerciements avant de prendre la fuite, ayant soudainement besoin d'un verre fort. Quelques jours plus tard, j'ai décidé de faire un voyage à San Francisco. Lily et moi avions toujours parlé de cette ville pour y prendre notre retraite un jour. Je me suis enregistré à l'opulent hôtel Fairmont, avec sa vue imprenable sur le pont du Golden Gate, et j'ai passé mes journées à errer dans les rues vallonnées dans une brume nostalgique. Je pouvais le visualiser si clairement, Lily et moi vieillissant ensemble, main dans la main, nous arrêtant pour goûter des bols de pain au levain et siroter du vin dans un café en terrasse. Nous passerions des dimanches paresseux à observer les gens dans le parc du Golden Gate, ou à prendre le tramway jusqu'au Fisherman's Wharf pour déguster une soupe de palourde. Mais ces rêves n'étaient plus que cendres maintenant. Alors que je contemplais la baie scintillante, je me demandais si je trouverais un jour un moyen de recoller les morceaux brisés, ou s'il était temps de laisser les marées me porter vers un nouvel avenir, un avenir sans Lily dans le tableau. Le voyage transpacifique était une échappatoire bienvenue à la tempête de merde qui sévissait à la maison. Alors que le Pacific Star fendait les vagues mousseuses, j'essayais de me perdre dans les rythmes familiers de la vie en mer, le grincement de la coque, le vrombissement des moteurs, les embruns salés me piquant le visage. Mais peu importe à quel point je me concentrais sur mes fonctions d'ingénieur en chef, une certaine passagère rousse ne cessait d'envahir mes pensées. Kirsten Toller avait un don pour attirer l'attention sans même essayer, telle une force de la nature à laquelle on ne pouvait échapper. J'ai d'abord remarqué son rire, ce rire profond, guttural, qui me faisait dresser les poils sur la nuque. Quand je me suis retourné pour en trouver la source, elle était penchée par-dessus la rambarde du navire, la tête rejetée en arrière dans un éclat de rire débridé à une blague idiote que le 3e officier avait racontée. À cet instant précis, quelque chose a bougé en moi. Un désir pour cet esprit sauvage et insouciant qu'elle semblait dégager sans même essayer. Au cours des jours suivants, je me suis surpris à inventer de piètres excuses pour croiser le chemin de Kirsten sur le pont. Je lui demandais son avis sur les schémas météorologiques ou faisais de la petite conversation sur sa fille qui étudiait la physique en Ontario. Elle m'adressait ce sourire faussette, ses yeux verts se plissant au coin, et mon cœur s'emballait. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Je me comportais à nouveau comme un adolescent épris d'amour, pas comme un homme bien adulte toujours très marié, n'est-ce pas? La culpabilité me rongeait à chaque fois que le rire contagieux de Kirsten résonnait dans les couloirs. Lorsque nous avons accosté à Vancouver, Kirsten m'a invité à dîner dans ce petit restaurant italien qu'elle connaissait. Au début, j'ai commencé à décliner, mon esprit dérivant vers l'écheveau de mensonges et d'infidélité à Seattle. Mais alors elle m'a lancé ces grands yeux de chien battu qu'il était presque impossible de refuser. « Allez, Jackie, tu as été enfermé sur ce rafio pendant 3 mois. Laisse-moi te faire passer un bon moment sur la terre ferme pour une fois. » Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire à son effrontée séduction. Qu'est-ce que je risquais après tout, me suis-je dit.
Un dîner ne pouvait pas faire de mal, n'est-ce pas? Mais j'avais tort sur ce point. Kirsten était une force de la nature, c'est le moins qu'on puisse dire, un ouragan d'esprit, de charme et d'insatiable appétit pour la vie qui m'a presque emporté. Au moment où nous avons fini le tiramisu, j'étais suspendu à ses lèvres, totalement captivé. Lorsqu'elle m'a invité chez elle pour un dernier verre, seule une petite voix de protestation me titillait à l'arrière de l'esprit. Cette voix qui ressemblait étrangement à celle de mon père, me mettant en garde de ne pas être idiot et de ne pas sacrifier mon mariage pour un joli minois. Mais lorsque les lèvres de Kirsten ont rencontré les miennes dans l'embrasure de la porte de son appartement en hauteur, la voix s'est tue avec béatitude. Je ne pouvais me concentrer que sur l'urgence de son baiser, la chaleur de son corps contre le mien, le frisson électrique du désir parcourant mes veines. En cet instant brûlant, j'ai laissé la culpabilité et l'angoisse de la trahison de Lily fondre, me livrant à la passion que je convoitais depuis bien trop longtemps. Nous avons basculé dans sa chambre, un tourbillon de membres emmêlés et de vêtements abandonnés. Et pendant ces quelques heures de béatitude, je me suis autorisé à me perdre dans l'oubli enivrant de l'étreinte de Kirsten, repoussant toute pensée du chaos qui m'attendait chez moi au plus profond de mon esprit. Le lendemain matin, je me suis réveillé au parfum du café fraîchement préparé et au doux murmure de la voix de Kirsten se mêlant au son des mouettes à l'extérieur de sa fenêtre. Pour un bref instant, tout semblait juste, paisible, comme ces moments de tranquillité que l'on ressent en dérivant sur les eaux vitreuses du Pacifique, où toutes vos inquiétudes se dissolvent simplement dans l'immensité bleue. Mais ensuite, la réalité est revenue brutalement, brisant cette illusion fragile en 1000 morceaux. J'ai trouvé Kirsten en train de se faufiler dans sa cuisine, bidouillant la cafetière tout en discutant au téléphone. Sans aucun doute en train de faire des projets avec quelque autre pauvre type qu'elle avait attiré dans sa toile de séduction rousse. Secouant la pointe de jalousie, j'ai rassemblé mes vêtements et me suis éclipsé avant qu'elle ne s'en aperçoive, lui laissant un mot griffonné sur le comptoir. La nuit dernière était « Eh bien, tu sais ». Mais nous savons tous les deux que cela ne peut pas se reproduire. Bon voyage, Kirsten. Sur le trajet en taxi de retour chez moi, je n'arrêtais pas de rejouer son rire rauque, son sourire en faussette, la façon dont ses courbes se pressaient contre moi dans la chaleur de la passion. Une partie de moi se sentait comme un trou du cul de première classe pour l'avoir utilisé comme une distraction de mes problèmes matrimoniaux. Mais une plus grande partie ressentait ce premier frémissement d'espoir que peut-être, juste peut-être, je pourrais trouver un moyen de passer à autre chose que Lily et toutes ces conneries. Quelques verres de courage liquide plus tard, j'ai enfin rassemblé le courage de composer le numéro laissé par les sbires de la garde côtière. La voix brusque qui a répondu me semblait vaguement familière, jusqu'à ce que je comprenne. Madame Thompson? Salut, c'est Jack Watson. Votre mari est, eh bien, vous savez. J'ai grimacé devant ma propre maladresse. Il y a eu un lourd silence avant que le ton de la femme ne s'adoucisse légèrement. Oui, bonjour, Jack. J'ai essayé de vous joindre depuis un certain temps. J'ai des informations assez sensibles concernant les activités de votre femme pendant votre absence. Ma poitrine s'est serrée, me préparant au prochain coup au ventre. Sophie était la femme de Richard, la femme avec laquelle Lily avait couché avec mon patron dans mon dos. J'ai bien peur que Lily n'ait pas été entièrement fidèle envers toi, Jack. En fait, elle entretient une liaison avec un autre homme ici à Vancouver depuis plus d'1 an maintenant. Un professeur nommé James Dahlberg. Le verre a glissé de mes doigts engourdis, se brisant contre le parquet dans un éclat de bourbon et de morceaux. Plus d'1 an? Lily m'avait trompé avec quelques crétins académiques depuis plus d'une foutue année, tout en jouant la comédie de se sentir coupable et avoir besoin d'un « espace ». J'ai à peine pu articuler une réponse alors que la colère et la douleur menaçaient de m'engloutir tout entier. « Pourquoi me dis-tu cela, Sophie ?» Son ton s'est à nouveau durci. « Parce que ce salaud de Dahlberg a aussi couché avec moi, Jack. » Et quand je l'ai confronté à ce sujet, il a admis avoir des liaisons avec au moins 3 autres collègues que je connais. Mon sang s'est glacé à ces paroles. Ce salaud de Dahlberg était une sorte de séducteur en série, passant à travers tout le corps professoral comme un jeu dépravé. J'ai viré Richard il y a des mois après la preuve de sa liaison avec ta femme a éclaté,
a continué Sophie, sa voix dégoulinant de mépris. Je pensais que tu méritais de connaître la vérité sur la véritable catin dégénéré qu'est ta femme. L'insulte m'a piqué, mais je pouvais difficilement contester son jugement. Après tout ce que Lily m'avait fait endurer, peut-être méritais-je que le dernier clou soit enfoncé dans le cercueil de notre mariage bidon. Merci pour l'information, Madame Thompson, ai-je réussi à articuler avant de raccrocher. Mes mains tremblaient tellement violemment que je pouvais à peine saisir la bouteille de bourbon. En avalant une gorgée, je l'ai laissé brûler jusqu'au fond de mon être alors que des larmes brûlantes de rage et de désespoir coulaient sur mes joues. C'était ça, le point de non-retour. Plus d'excuses, plus de promesses vides de régler les choses. Lily avait menti, trompé et cocufié une fois de trop. Alors que je glissais la simple alliance en or de mon annulaire, j'ai eu l'impression qu'un poids aussi lourd qu'une ancre avait enfin été levé. J'étais libre, libéré du réseau emmêlé de ces tromperies enfin. Attrapant mon sac de voyage, j'ai commencé à y jeter des vêtements et des essentiels, sachant que je ne pouvais pas passer une nuit de plus dans cette maison avec ses souvenirs souillés. J'irai m'installer dans un motel pour l'instant, le temps de remettre mes idées en place et de réfléchir à ma prochaine étape. Alors que je fermis le sac à glissière, mon regard s'est posé sur la photo encadrée de notre jour de mariage sur la commode, Lily rayonnante en me regardant dans sa robe en dentelle, son sourire large, radieux et plein de promesses. Une vive douleur de tristesse m'a traversé à la pensée de la façon dont tout avait si mal tourné, de toutes ces années perdues que je ne pourrais jamais récupérer. Avec un soupir lourd, j'ai glissé la photo dans mon sac, le dernier morceau restant de notre rêve brisé que je ne pouvais supporter de laisser derrière moi. Peut-être qu'un jour, je pourrais la regarder sans me sentir vidé comme un poisson. Au moment où le taxi s'est arrêté devant l'immeuble de Lily, je pouvais sentir la lente montée de colère bouillonnant dans mes veines, lentement prenant le pas sur la tristesse et la douleur. C'était le moment, l'affrontement final où je mettrais toutes mes cartes sur table et où elle devrait enfin avouer l'ampleur totale de ses affaires sordides. Le portier m'a regardé avec méfiance alors que je traversais le hall opulent, sans aucun doute remarquant mon air orageux. J'ai appuyé avec un peu plus de force que nécessaire sur le bouton d'appel du 404A, la mâchoire tellement serrée qu'elle me faisait mal. Après une minute tendue d'attente, la porte a finalement sonné et je me suis précipité à l'intérieur, montant les escaliers deux par deux. J'ai à peine eu le temps de reprendre mon souffle avant de frapper mes jointures contre la porte, les sons étouffés d'un ballade de rock classique s'échappant de l'intérieur. Quand elle s'est ouverte, je me suis retrouvé face à face avec nul autre que James Foutu Dalberg lui-même, cheveux ébouriffés, chemise déboutonnée laissant entrevoir un nid de poils de torse ébouriffé. Le type ressemblait en tout point au cliché académique miteux que j'avais imaginé. « Puis-je t'aider » Sa voix s'est éteinte alors qu'il me dévisageait, reconnaissant sans aucun doute les photos de l'annuaire du personnel de l'université. Ou peut-être était-ce la veine pulsante sur mon front qui l'a mis sur la piste. Je ne lui ai pas laissé le temps de terminer cette pensée avant que mon poing ne vienne tournoyer, frappant violemment son visage suffisant avec un craquement écœurant. Dalberg s'est effondré au sol comme un sac de pommes de terre, inconscient avant même de pouvoir comprendre ce qui se passait. Jack ? Jésus ? Qu'est-ce que c'était que ça ? Je me suis retourné pour voir Lily encadrée dans l'encadrement de la salle de bain, une robe en éponge rapidement serrée autour de sa taille. Ses yeux se sont écarquillés alors qu'ils allaient et venaient entre moi et la forme immobile de Dalberg. « Tu n'as pas pu t'en empêcher, n'est-ce pas » grognai-je, arrachant les papiers du divorce de la poche de ma veste et les agitant devant son visage. « 1 an et demi, Lily ? Ce salaud malade t'a labouré pendant 1 an et demi dans mon dos ?» Elle a ouvert et refermé la bouche plusieurs fois, luttant pour trouver les mots. Pendant un instant, j'ai presque pu voir les rouages tourner dans sa tête, essayant de concocter un nouvel amas de mensonges pour me nourrir. Mais j'étais bien au-delà de ce point maintenant. Je voulais la vérité brute, sans phare, peu importe à quel point elle pourrait être laide ou douloureuse. N'essaie même pas de le nier, l'ai-je averti, la coupant avant qu'elle puisse dire un mot. Madame Thompson m'a informé de tous les détails sordides. Comment ce dégénéré de merde dirigeait une sorte de harem dépravé avec la moitié du corps enseignant de l'université.
utilisant sa position pour contraindre de jeunes étudiants et collègues naïfs dans ses petits jeux sexuels tordus. J'ai marqué une pause, la fixant d'un regard dur alors que je luttais pour maîtriser mes émotions. J'ai juste besoin de savoir pourquoi, Lil. Pourquoi as-tu laissé les choses aller si loin? Qu'ai-je fait d'aussi impardonnable pour te pousser dans les bras d'un salaud lubrique comme ça? Pendant un long moment, elle m'a regardé en retour, les yeux remplis de larmes. Son bas tremblait alors qu'elle serrait son peignoir plus fort autour d'elle, paraissant aussi petite et vulnérable que je ne l'avais jamais vue. Tu n'as rien fait, Jack. Tout est de ma faute, ma maladie, mon incapacité à être fidèle, peu importe à quel point j'avais de la chance. Elle avala difficilement, les mots semblant lui causer de la douleur. J'étais curieuse, d'accord? J'avais entendu les rumeurs sur James, sur sa performance. Et je n'ai pas pu me retenir. Elle laissa échapper un rire amer, essuyant une larme solitaire. C'est le plus pathétique. Ce n'était même pas une question d'amour, de passion ou de tout ce romantisme. C'était juste pour satisfaire mes propres pulsions égoïstes, pour poursuivre cette sensation bon marché encore et encore jusqu'à ce qu'elle me consume complètement. Je fermais les yeux en me sentant comme si je venais de recevoir un coup de marteau en plein cœur. Toutes ces années de dévouement absolu, de faire d'elle mon monde entier. Et tout cela pour rien parce qu'elle ne pouvait tout simplement pas garder ses jambes fermées. Quand je rouvris les yeux, la colère s'était dissipée, me laissant complètement vide à l'intérieur. Tu sais, Lil, tu as raison sur un point. C'est vraiment pathétique. Faisant glisser les papiers de divorce sur la table, je la fixai avec un dernier regard anéantissant. C'est fini, Lil. Fais-nous à tous les deux une faveur et signe ces papiers, d'accord? Nous avons eu une belle histoire, mais parfois il faut savoir tirer sa révérence. Je suis tellement désolé, Jack, chuchota-t-elle, sa voix se brisant. Tu dois savoir que je t'ai aimé, à ma manière. Sur ces mots, je me retournai et me dirigeai vers la porte, la laissant effondrer dans l'encadrement avec la tête entre les mains. Une petite partie de moi souffrait à l'idée d'aller vers elle, de l'envelopper une dernière fois dans mes bras et de me convaincre que nous pourrions arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Mais le reste de moi, la partie endurcie par des mois de mensonges et de trahison, savait qu'il n'y avait aucun moyen de recoller ce morceau brisé de nos vies. Alors que je sortais dans le couloir et refermais la porte derrière moi, j'ai eu l'impression de couper enfin ce dernier fil effiloché qui me reliait au désastre de notre mariage. C'était une sensation étrange, d'être à la dérive comme ça sans encre pour me retenir en place. Une partie de moi se sentait plus légère, libérée des fardeaux que je portais depuis si longtemps. Mais il y avait aussi un vide qui rongeait mon être, un néant où mes rêves de vieillir avec Lily avaient autrefois résidé, désormais laissés froids et stériles. J'ai essayé de ne pas trop m'attarder sur ce vide lancinant alors que je prenais mon sac dans le taxi et retournais à la maison sur Queen Anne Hill. Mais à chaque pas, il semblait se gonfler et se propager, remplissant chaque recoin jusqu'à menacer de m'engloutir tout entier. J'ai passé cette première nuit de retour chez moi dans une brume alcoolisée, en buvant du bourbon et en écoutant de vieux disques de Johnny Cash en essayant en vain d'étouffer le silence écrasant. Quand cela n'a pas fonctionné, j'ai commencé à emballer les affaires de Lily, voulant purger jusqu'au dernier vestige d'elle de cet endroit. À chaque chemise, livre et article de toilette qui allaient dans ces cartons, je sentais un peu plus du poids mort en train de tomber de mes épaules. Lorsque les déménageurs sont venus tout emporter chez sa sœur comme je l'avais promis, la maison était devenue vide, une toile vierge pour essayer de peindre un nouvel avenir pour moi-même. Sauf que quand je me suis regardé dans le miroir, je n'ai vu que ce même homme vidé de sa substance me fixant, ses yeux hantés et sa bouche serrée en une ligne sévère. J'avais été tellement absorbé par le fait de me débarrasser de la présence de Lily que je n'avais pas pris le temps de réfléchir à ce qui resterait en son absence. La réponse, que j'ai vite découverte au cours des semaines suivantes, n'était pas grand-chose. Juste une coquille vide qui suivait le mouvement, travailler, manger, dormir, boire et répéter, jour après jour interminable. Je me réveillais en ayant l'impression qu'une partie vitale avait été arrachée de moi, me laissant vidé et apathique. C'est à ce moment-là que les gars ont commencé à me traîner jusqu'aux tavernes d'Ozzy près du quai, espérant me sortir de mon exil auto-imposé. Que Dieu les bénisse,
Ils ont vraiment essayé de me redonner un peu de vie, en me bourrant de shots de whisky, de mauvaises blagues et de regards compatissants. Allez, Jackie, faut que tu chasses ce nuage noir et que tu recommences à vivre, lançait Sam à travers un nuage de fumée de cigarette, me tapant si fort dans le dos que j'en avalais de travers ma bière. Il y a plein de poissons dans la mer, mon ami. Tu verras. Je secouais simplement la tête et commandais une autre tournée, n'ayant pas l'énergie d'expliquer que non, il n'y avait pas un foutu poisson vivant qui puisse combler le vide béant que Lily avait laissé derrière elle. Elle avait été mon monde entier, mon soleil et mes étoiles pour me guider quand je me sentais perdu. Et sans cet ancrage qui me maintenait attaché, je dérivais sans but sur un océan infini et inexploré. Cela a duré quelques mois, les gars faisant de leur mieux pour remonter le moral tandis que je m'enfonçais de plus en plus dans mon propre purgatoire. J'étais dangereusement proche du fond quand une bouée inattendue m'a été lancée sous la forme d'un rire rauque familier. Eh bien, si ce n'est pas le marin Jack, noyant à nouveau ses chagrins. J'ai levé les yeux de mon whisky sourd pour voir le sourire en fossette de Kirsten, ses boucles rousses tombant en désordre sauvage autour de ses épaules. Elle s'est glissée sur le tabouret à côté de moi, me regardant d'un air joueur. « Tu es un homme difficile à retrouver, tu sais ?» J'ai entendu toutes sortes de rumeurs sauvages sur ce qui a finalement causé la rupture entre toi et la petite femme. J'ai ri dans mon verre, roulant des yeux. Toi et tous les habitués du bar dans un rayon de 5 miles, j'en suis sûr. C'est devenu un vrai feuilleton par ici. Allez, raconte, Jackie, a-t-elle murmuré, se penchant de manière conspiratrice. Elle couchait avec tout l'équipage ou juste les marins au torse musclé? Malgré tous mes efforts, je n'ai pas pu tout à fait réprimer le rire qui s'est échappé de mes lèvres face à sa taquinerie. Laisse à Kirsten le soin de trouver de l'humour dans la tempête de merde que ma vie était devenue. Rien d'aussi intéressant, je crains. Juste le récit habituel d'infidélité et de trahison, saupoudré d'une bonne dose de « Pourquoi diable ai-je gaspillé 2 décennies avec cette nana perturbée ?» Kirsten fit un bruit de mécontentement, secouant la tête. « Oh, c'est si grave, hein? Eh bien, dans ce cas. » Elle fit signe au barman pour quelques shots de whisky. « On va avoir besoin de quelque chose de plus fort que cette merde sucrée que tu sirotes. » Je ne pus m'empêcher de sourire face à son attitude effrontée, sentant une petite étincelle de vie renaître quelque part au fond de ma poitrine. C'était presque comme si elle avait un genre de pouvoir étrange sur moi, une subtile attraction qui rendait tout plus léger d'une certaine manière quand elle était là. Nous avons fini par fermer le bar ce soir-là, échangeant des histoires et riant jusqu'à ce que mes joues se crispent à force de sourire autant. Pour la première fois depuis plus longtemps que je ne pouvais me rappeler, j'avais réussi à passer quelques heures sans obséder sur Lily, ou le gouffre béant qu'elle avait laissé derrière elle. Alors que l'heure de la fermeture approchait enfin, Kirsten passa son bras dans le mien et commença à me conduire dans l'air vif de la nuit, notre souffle formant de petits nuages. « Allez, marin, j'ai une cafetière fraîche qui mijote chez moi. Tu pourras me raconter comment tu as réussi à te retrouver si abattu à cause d'une petite garce de femme infidèle. » J'ouvris la bouche pour protester, pour lui rappeler que j'étais toujours en plein processus de deuil et pas du tout en état pour ce qu'elle avait en tête. Mais alors elle me lança ce sourire espiègle et faussette, et toutes les paroles moururent sur ma langue. Quel mal y aurait-il à avoir une session de discussion tardive et amicale autour d'une tasse de café? Ce n'est pas comme si j'avais quelque chose, ou quelqu'un, d'autre qui m'attendait chez moi, à part un frigo plein d'amertume et une autre épreuve infernale d'auto-apitoiement. Alors j'ai laissé Kirsten glisser sa main dans le creux de mon coude et me guider dans la nuit, cette même étincelle d'espoir vacillant dans ma poitrine. Peut-être qu'elle pourrait vraiment être la bouée de sauvetage dont j'avais besoin pour commencer à me sortir de la morosité, un rire et un sourire à la fois. Au moins, c'était un répit temporaire pour ne pas trop penser à l'épave fumante de mon futur autrefois prometteur avec Lily. Et à ce moment-là, j'aurais donné n'importe quoi pour poursuivre cette montée d'adrénaline fugace un peu plus longtemps. Eh bien, voilà une sacrée façon de commencer les années dorées, me suis-je dit avec un rire ironique en examinant les dégâts sur la coque du navire. Un joli petit cadeau d'adieu de ces voleurs de bas étage en mer de Chine du Sud, quelques nouveaux hublots pour aller avec les mèches grises dans ma barbe. Alors que les équipes de réparation se pressaient sur le pont,
Les chalumeaux de soudure flamboyants dans la lumière déclinante, j'ai ressenti une étrange sensation de calme m'envahir. Peut-être que c'était l'adrénaline qui se dissipait enfin après tout ce fiasco de l'embuscade des pirates, ou peut-être était-ce simplement la réalisation que j'en avais assez d'esquiver les balles et les coutelas à ce stade du jeu. J'avais navigué sur ces eaux salées pendant des années, mettant ma vie en jeu encore et encore pour transporter des marchandises à travers chaque étendue d'océan que cette grande boule bleue avait à offrir. Et pour quoi faire ? Pour continuer à poursuivre ce rêve insaisissable de m'installer enfin avec Lily pour profiter de nos années crépusculaires ensemble sur une plage ensoleillée quelque part ? Un rire amer m'a échappé alors que je secouais la tête. Après la façon dont ce foutu mariage s'était effondré en miettes devant moi, l'idée même de me détendre sur une petite île paisible avec ma âme sœur semblait plus être une blague qu'une agréable fantaisie. Non, si cette dernière frôlée avec la mort m'avait appris quelque chose, c'était que j'en avais fini de naviguer dans la tempête proverbiale juste pour poursuivre un rêve utopique. J'en ai marre de ce cirque, marmonnai-je pour moi-même, enlevant ma vieille veste déchirée et la jetant de côté. Quelques matelots m'ont lancé des regards curieux alors que je commençais à descendre sous le pont, mais je les ai simplement écartés d'un geste. Vous, les rats de cale, continuez à la réparer. Ce vieux loup de mer tire enfin sa révérence. Ce n'était pas l'une de ces décisions dramatiques prises sur un coup de tête, tu vois. J'avais envisagé une retraite anticipée depuis un moment déjà, depuis que tout ce foutoir avec Lily avait atteint sa conclusion laide et inévitable. Après avoir vu 2 décennies de mariage et d'engagement partir en fumée à cause de ses appétits imprudents, j'avais senti quelque chose en moi céder enfin comme une corde usée. Pourquoi continuer à risquer ma peau, à naviguer à travers des eaux infestées de pirates et à esquiver les ouragans 2 fois par an, s'il n'y avait plus de vrai foyer pour lequel revenir? Juste la perspective de mener une existence solitaire dans cette grande maison vide sur Queen Anne Hill, hantée par les fantômes de temps plus heureux. Eh bien, cela rendait mon âme aussi sombre et stérile que la surface de la lune. Alors que les médecins soignaient les quelques pauvres bougres touchés par des éclats lors de l'attaque, j'ai pris le capitaine à part et lui ai donné mon préavis de 2 semaines. J'ai pu voir que le vieil homme était un peu surpris. Il pensait probablement que je naviguerais jusqu'à devenir une loque desséchée attachée au mât, mais il a simplement acquiescé et m'a serré la main avec un regard grave. Que les vents et les mers te soient favorables, Jack. Tu as plus que mérité ton sel au fil des ans, ne laisse personne te dire le contraire. J'ai simplement incliné mon chapeau et je me suis dirigé vers mes quartiers, rêvant déjà de la façon dont je passerai ces premières semaines de retraite béate. Dormir jusqu'à midi, siroter une bière glacée pendant que le soleil avançait dans le ciel. Peut-être même me lancer dans un nouveau passe-temps qui n'impliquerait ni les tirs ni le travail dans une salle des machines étroite à une chaleur de 100 degrés. Bien sûr, ces agréables petits rêves éveillés n'ont pas duré plus d'1 minute avant que l'autre chaussure ne tombe sous la forme d'un email laconique de mon avocat. Je sirotais une bière en regardant le soleil disparaître sous l'horizon lorsque la notification est apparue sur ma tablette avec un petit bloop joyeux. Ah, quel enfer nouveau est-ce là ? Marmonnai-je, prenant une gorgée de ma bière tout en tapotant sur le nouveau message. Mon bonne humeur s'est immédiatement transformée en aigreur en lisant le contenu, quelque chose à propos de Lily brisant enfin le silence et demandant à se rencontrer en personne. Au début, j'ai juste ricané et failli supprimer cette fichue chose immédiatement. Après tout ce que cette mégère misérable m'avait fait endurer au cours de l'année passée, pourquoi diable devrais-je gaspiller une seconde de ma liberté nouvellement retrouvée à me morfondre sur ces conneries ? Mais ensuite, j'ai lu un peu plus loin et senti mon estomac se tordre en un nœud vaguement familier. Elle voulait discuter de la possibilité de réconciliation ? J'ai failli m'étouffer avec ma bière en voyant les mots flous devant mes yeux. Réconciliation ? Avec cette garce infidèle qui avait entretenu une liaison torride avec ce crétin d'académicien prétentieux pendant plus d'1 an dans mon dos ? Qui s'était tenu dans les ruines de notre mariage en pleurnichant des mea culpa pathétiques pendant que je rassemblais les derniers lambeaux de ma dignité. À ce moment-là, j'ai été à moitié tenté de déchirer la maudite tablette en 2 et de la jeter par-dessus la rambarde dans les eaux noires et profondes en dessous. L'idée même d'essayer de raviver quoi que ce soit avec Lily après toute la douleur et la trahison suffisait à me faire bouillonner de rage. Sauf que cette petite partie têtue de moi se souvenait encore de ce que ça avait été il y a toutes ces années quand nous étions tombés amoureux l'un de l'autre.
Est-ce que je pouvais vraiment tourner le dos à tout cela sans même écouter Lily une dernière fois? Peut-être, juste peut-être, qu'elle avait enfin sorti la tête de son cul et voulait une chance de réparer les choses entre nous. Ou peut-être qu'elle allait juste me servir un autre paquet de mensonges et de demi-vérités, continuant la triste spirale de la tromperie qui nous avait déchirés au départ. Juste l'idée de me retrouver assis en face d'elle à la table, la regardant prononcer ces mêmes platitudes vides et ces excuses creuses. Ça me donnait envie de vomir. Au final, je me suis dit qu'une conversation de plus après toute la misère qu'elle m'avait infligée, qu'est-ce que ça pouvait bien changer? Si rien d'autre, je lui devais bien ça, en mémoire des bons moments que nous avions partagés, de lui laisser au moins s'exprimer avant de claquer définitivement la porte sur notre mariage. Alors, j'ai répondu sèchement, acceptant de la rencontrer dans un petit bistrot tranquille près du front de mer dans quelques jours. À mesure que les mots confirmaient notre rendez-vous, j'ai senti quelque chose de pesant s'installer au creux de mon estomac, un étrange mélange de crainte et quelque chose d'autre sur lequel je n'arrivais pas à mettre le doigt. Peut-être était-ce une minuscule lueur d'espoir, brûlant obstinément contre toute logique et raison. Ou peut-être n'était-ce que les vestiges persistants d'un amour qui avait brillé si intensément qu'il refusait de s'éteindre complètement même après que les flammes se soient transformées en cendres fumantes. Quoi qu'il en soit, je me suis dit que je traverserais ce pont quand j'y serais. Pour l'instant, j'étais plus que satisfait de me détendre sur le pont et de profiter de ma première nuit officielle de retraite, regardant les étoiles percer des trous dans le ciel nocturne d'encre tout en sirotant lentement ma bière. Je gérerai la situation avec Lily le moment venu. Mais pour ce bref instant, je me contentais de savourer la brise salée qui froissait mes cheveux et le doux balancement du navire sous mes pieds, deux des rares constantes véritables qu'il me restait dans ce monde fou. En guise de petits plaisirs supplémentaires, je me suis même permis de m'abandonner à quelques rêveries sur une certaine rouquine au tempérament de feu qui avait toujours su me faire sourire. Je l'imaginais avec son sourire en fossette et ses yeux espiègles pétillants de rire, et je sentais une chaleur éclore dans ma poitrine qui n'avait rien à voir avec l'alcool. Peut-être, une fois que toute cette laideur avec Lily serait enfin réglée d'une manière ou d'une autre, j'appellerais Kirsten pour voir si elle était partante pour une nouvelle aventure sauvage. Après la vie que j'avais menée, j'aurais bien besoin de quelqu'un comme elle pour me maintenir sur le qui-vive et me rappeler comment vivre un peu. Mais cela se trouvait quelques échelons plus haut sur la vieille liste de choses à faire. Pour l'instant, j'allais simplement me détendre et savourer cette première douce saveur de liberté, peu importe ce qui arriverait. Qui sait, peut-être que cette retraite ne serait pas si mal après tout. Eh bien, je serais bien maudit si cette petite boule de feu, Kirsten, ne s'était pas révélée pleine de surprises. Juste quand je pensais l'avoir totalement cernée, l'aventurière libre d'esprit au cœur aussi grand que l'océan ouvert, elle m'a pris de court avec une suggestion qui m'a presque coupé le souffle. Et si on déménageait sur l'île d'Orca? J'ai failli m'étouffer avec mon café en entendant ces mots tomber sur notre coin petit déjeuner, ces yeux pétillants de cet éclat espiègle que je connaissais si bien. Pendant un moment, je suis resté là à la regarder comme une limande échouée, essayant de digérer l'idée. Orcas, comme l'un de ces petits tas de rochers endormis dans la chaîne des San Juan, peuplé principalement de retraités artistiques et de gens cherchant à échapper à l'agitation du continent. Certes, le paysage était joli d'une certaine manière escarpé et balayé par le vent, mais pouvais-je vraiment m'imaginer m'installer dans un endroit comme celui-là pour longtemps? Kirsten a dû percevoir l'hésitation qui se lisait sur mon visage, car elle a tendu la main à travers la table et a serré ma main pour me rassurer. Réfléchis-y un instant, Jack. Plus de problèmes de route maritime ou d'attaques de pirates, plus de défier les vents capricieux du destin sur ces mers agitées. Juste toi, moi, et un petit coin de paradis insulaire à nous deux. Je devais admettre que l'idée avait un certain attrait après toutes les actions à haut risque et les expériences frôlant la mort que j'avais accumulées au fil des décennies passées sur l'océan. Une chance de profiter pleinement de ma retraite, en me réveillant au son des vagues clapotantes et des mouettes au lieu du son strident des cloches de navire. Et avec Kirsten à mes côtés pour rendre les choses excitantes? Eh bien, c'était certainement bien plus attrayant que l'alternative, traîner dans cette grande maison vide à Seattle, hantée par les fantômes de mon mariage brisé. Alors, après y avoir réfléchi pendant quelques jours et avoir fait des recherches sur les opportunités d'emploi potentielles dans les îles,
j'ai finalement accepté de jeter un coup d'œil en personne. Je ne peux pas dire que je n'étais pas encore un peu sceptique alors que nous organisions notre voyage en ferry et nos recherches de maison, mais l'enthousiasme contagieux de Kirsten était difficile à résister. Cette femme avait un don pour faire paraître même le plan le plus farfelu comme une grande aventure qui n'attendait que de se dérouler. Et je vous jure que la vieille fille a réussi à nouveau à opérer sa magie. Dès que nous avons mis le pied sur ce quai usé et respiré l'air frais et salé, j'ai senti les nœuds de tension que je traînais depuis des mois commencer à se dénouer. Le rythme tranquille de la vie insulaire, les petits villages pittoresques nichés dans des criques rocheuses, les vues panoramiques sur les forêts vallonnées et les criques sinueuses. Tout conspirait pour m'endormir dans une étrange sensation de paix que je n'avais pas ressentie depuis plus longtemps que je ne pouvais me rappeler. Avant même que je m'en rende compte, nous avions fait une offre pour un petit bungalow confortable perché sur le bord ouest de l'île, avec un quai délabré et une vue imprenable sur le coucher de soleil sur les détroits. J'avais même réussi à décrocher un poste d'enseignant en ingénierie à l'Académie maritime de Bellingham Bay, ainsi qu'à trouver un emploi à temps partiel sur l'un de leurs navires-écoles. Ce n'était pas tout à fait la vie pleine d'adrénaline en mer à laquelle j'étais habitué, mais cela m'empêchait au moins de devenir fou. Ces premiers mois de vie insulaire se sont écoulés dans une sorte de brume bienheureuse, remplie de longues promenades le long de plages désertes et de soirées tranquilles passées à regarder les étoiles scintiller au-dessus de l'océan. Kirsten semblait s'adapter à toute l'ambiance décontractée comme un poisson dans l'eau, troquant son habituel tourbillon d'activités pour les plaisirs simples de s'occuper de son petit jardin ou de concocter des festins à partir des prises fraîches de la saison. Quant à moi, je mentirais si je disais que la transition était toujours aisée. Il y avait des moments où le silence et la solitude commençaient à devenir un peu trop pesants, si tu vois ce que je veux dire. Des instants où je me retrouvais à dériver à travers les années, mon esprit errant dans les couloirs résonnants de la mémoire jusqu'à ce que je sois transporté directement au cœur de la tempête qui avait détruit ma vie tous ces mois auparavant. Je n'avais jamais tout à fait chassé la douleur de la trahison de Lily, peu importe le temps et la distance écoulée. Bien sûr, me jeter dans cette nouvelle vie avec Kirsten avait aidé à atténuer la douleur pendant un moment, mais de temps en temps, elle revenait en force. Comme un membre fantôme qui continuait de palpiter et de se contracter malgré qu'il ait été coupé du reste du corps, un rappel constant de ce que j'avais perdu. Parfois, lorsque les souvenirs devenaient trop vifs et la douleur trop viscérale pour être ignorée, je sortais du lit pour faire une longue promenade sur la plage, la chuintante rythmique des vagues apaisant mon esprit tourmenté. D'autres fois, je me perdais dans une bouteille de whisky bon marché ou dans une pile de vieilles cartes maritimes et de journaux de bord, essayant de tracer une nouvelle voie à travers les eaux inexplorées de mon avenir.